interroger de ce côté-là sur cette instabilité chronique qui est constatée, qui est avérée. Nous reviendrons même sur la dernière sortie du président en exercice de l'Union africaine, le Sénégalais Macky Sall, qui demandait justement aux belligérants, je parle ici des chefs d'État en premier, le chef Tshisekedi du côté de la RDC et le chef Kagame du côté du Rwanda, de faire acte de pacification, de faire stopper les armes, de chacun essayer de ramener la paix en ce qui le concerne. Nous allons revenir sur ces quelques moments troubles, mais déjà habituels dans ces deux régions-là, avec le Kivu, la région du Kivu que vous connaissez tous. Pourquoi cette instabilité? Les analyses et les avis seront déployés lors de cette édition de Kulinda Africa. Nous reviendrons aussi sur le continent africain et resterons sur le continent avec ce sommet États-Unis-Afrique qui s'est achevé le 15, c'était du côté de Washington, capitale fédérale américaine. Nous avons vu le président camerounais Paul Biya à l'œuvre. Nous l'avons vu poser les jalons d'une réflexion intense en termes de dette. Le président a aussi réfléchi abondamment sur l'aide qu'il a trouvée désormais désuète et dépassée. Nous allons revenir et prendre quelques axes de la réflexion du président Paul Biya pour que véritablement on puisse être en harmonie avec vous. Nous allons aussi du côté de la Guinée-Conakry. Le programme est lourd et alléchant, mesdames, messieurs. Nous parlerons là-bas de ce procès du 28 septembre 2009. Là-bas, il s'agit quasiment d'une série hollywoodienne avec tous les rebondissements que vous connaissez. Le président, l'ex-président Dadis Camara, qui aujourd'hui nie toute implication lors de ce massacre qui a fait perdre la vie à près de 157 personnes. Le procès est en cours du côté de Conakry. Nous avons celui qu'on a appelé Toumba, qui était son ex-aide de camp, qui, de son côté, rejette toutes les fautes et toutes les responsabilités sur Dadis Camara. Nous allons essayer de tirer au clair ce qui se passe du côté de la Guinée-Conakry. Une fois que je vous ai déployé le menu du soir panafricain d'ici et d'ailleurs, je vais prendre la traditionnelle respiration pour bien évidemment revenir en formule grandeur nature sur ceux qui nous accompagnent ce soir. À tout de suite. Retour sur le plateau de Kulinda Africa. Les débats ont commencé en off, mais nous ne pouvons pas rester sans partager la réflexion qui est la nôtre avec vous, mesdames, messieurs, peuple d'Afrique, peuple d'ici, peuple d'ailleurs. Vous êtes sur l'espace qui vous est exclusif. Antoine Awana, présentez-vous. Ah, voilà moi. C'est Antoine Awana, comme vous l'avez dit. Bon, je suis là pour accompagner des milliers, des nouveaux millions de téléspectateurs à travers le monde. Nous avons une lourde responsabilité, c'est d'édifier nos téléspectateurs et surtout de protéger. On interpelle le ministre de l'eau et de l'énergie, parce que nos villages là, surtout que c'est la saison sèche maintenant, oui. Il n'y a pas l'eau, l'eau est rarissime, il n'y a pas l'électricité. Mais les aveugles commencent à rester à la maison, sans plus accompagner d'autres aveugles, parce qu'il fait très chaud. Oui. Voilà, donc lorsque je l'ai dit, on va saluer le PDG. Oui. Ce monsieur, il se bat, et je lui donne souvent des petits conseils. Il lui dit, continue, il ne faut pas relâcher, malgré les vicissitudes de la vie, tout va aller. Il n'y a pas de zone d'ombre pour celui qui sait là où il va. Je vais aussi enfin terminer mes salutations à vos techniciens, sans lesquels personne ne peut nous regarder à Washington, à Paris, à Bruxelles, et à Pretoria, surtout à Accra et à Conakry. Merci Antoine Awana pour vos mots gentils à l'endroit du top management d'Info TV qui permet justement que nous puissions nous déployer dans le confort optimal. Une fois que je l'ai dit, je vais aussi dire quelque chose qu'il est difficile de nous déployer, Patrick Sapak, dans cette œuvre qui est celle de protection de l'Afrique, du Cameroun en l'occurrence, en étant dans ces conditions. Nous avons l'impression qu'il y a une véritable cabale contre ce siège. Une fois de plus, nous sommes sans électricité du côté des Foulanes, un pays qui se veut émergent en 2035. C'est inacceptable. Je sais, les autorités de l'entreprise en charge
qui nous suivent actuellement, je crois que cette situation devrait être rétablie pour qu'on puisse produire ce programme panafricain que toute l'Afrique attend dans les conditions les meilleures. Une fois que je l'ai dit, Patrick Sapak, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Baga, bonsoir Antoine Awano qui vient d'achever justement son entrée dans cette plateforme tribunicienne télévisée sur Info Télévision. Bonsoir à celui que vous allez présenter tout à l'heure parce que c'est votre exclusivité. J'ai pas oublié les techniciens qui ont encore répondu présents dans cet appel de l'histoire pour rendre techniquement possible justement toutes les lucioles que nous allons apporter à la conscience africaine afin qu'on se défasse justement des mailles du cauchemar qui en permanence hante les vies des Africains. Bonsoir à l'Afrique, bonsoir au monde. Et puis il faut rapidement signaler que le Cameroun, c'est le deuxième potentiel énergétique d'Afrique. Le deuxième après la République démocratique du Congo, dans laquelle nous serons tout à l'heure dans le plan du débat. Et donc, si on a ce potentiel-là et que justement, nous sommes dans un réceptacle qui doit nous permettre justement de diffuser tout ce qui a diffusé ici afin que l'Afrique puisse être abreuvée, eh bien, il y a un gros problème au niveau des politiques publiques au Cameroun en matière d'énergie. Il faut absolument revoir ça parce que ici, c'est le chantier de la construction de l'Afrique, mais d'abord de la défense de notre continent. Et donc, c'est une responsabilité très sensible qu'il faut prendre très au sérieux. Donc, il n'y a pas besoin de blaguer. Et on espère donc que les autorités camerounaises prendront accord justement ce qu'on est en train de dire pour rétablir l'énergie dans le réceptacle qui nous reçoit ce soir, parce que les choses qui vont se dire ici vont sacrifier à la tradition celle de la vérité et seulement de la vérité. Donc, merci de m'accueillir. Merci à vous, Patrick Sapak, d'être présent en ces lieux. La vérité, rien que la vérité, c'est notre leitmotiv lorsque nous prenons la parole sur cette tribune panafricaine. Le tout dernier que je présente, lui aussi commence à trouver véritablement ses marques sur cette estrade de Laurent Charles Abédié. Vous êtes panafricaniste, vous nous l'avez relevé, mais vous êtes surtout écrivain. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane. Je dis bonsoir bien sûr à vos millions de téléspectateurs qui vous suivent tous les lundis et les vendredis, qui suivent avec beaucoup d'attention cette émission Tsulunda, qui est l'émission panafricaine, qui est la plus grande émission panafricaine. Alors, je me présenter très rapidement. Je suis originaire de l'Est Cameroun. Je viens plus précisément de l'arrondissement de Messamena. D'où j'arrive là, parce que vous savez, pendant tout ce week-end, nous avons eu un festival qui a réuni tous les fils Kozimé. Vous savez, les Kozimé sont un grand peuple de l'Est on les trouve à Messamena, on les trouve à Mban, on les trouve à Batouri, on les trouve à Yokadouma, on les trouve à Lomié, et nous en revenons. Et je profite pour dire merci à notre haut dignitaire, le directeur général du port autonome de Douala, Cyrus Ngor, qui a permis que ce festival puisse se dérouler. Nous sommes à la 3e édition maintenant. Merci Laurent Charles Abédié pour cette capture géographique en termes de peuples venus de la région de l'Est, une région que nous-mêmes connaissons pour avoir fait notre premier pas dans la vie du côté de Nguel-Mundouka avec beaucoup de bonheur. Une fois que je l'ai dit, mesdames, messieurs, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet qui nous interpelle ce soir. Je vais commencer par vous. Antoine Lawana, nous parlons là du procès du 28 septembre 2009, du procès lié au massacre du 28 septembre 2009 qui a débuté du côté de Conakry il y a quelques mois. Mais là-bas, on assiste à un véritable show médiatique. Je parle là de cette intervention très rythmée d'Addis Camara qui, dans le style qui est particulier à sa personne, est toujours dans la provoque, dans l'invective, dans le monologue. Alors, beaucoup l'accusent d'être le principal responsable de ce massacre où près de 157 personnes ont perdu la vie, avec plus de 300 disparus. Beaucoup l'accusent des crimes contre l'humanité. Oui, merci Stéphane Barga. Je voudrais d'abord vous dire que c'est un procès de honte pour l'Afrique. C'est vraiment un procès de honte. Ça va là-bas dans tous les sens. Pourquoi le procès de la honte ? Nous allons d'abord commencer par soulever certaines exceptions au niveau de ce procès, de l'organisation même du procès. Vous savez, il y a eu un coup d'État le 5 septembre 2021. On a renversé le régime du professeur Alpha Condé. Oui. Et ce régime a été remplacé par un autre régime putschiste, du régime du colonel Mamadi Doumbouya.
Doumbouya était le patron des services spéciaux créés par le professeur Alpha Condé pour préserver son pouvoir. Mais il a été trahi. On connaît la suite. Ça, c'est le premier point. Alors, quand les putschistes arrivent au pouvoir, c'est-à-dire présidé par le pouvoir qui est dirigé par le colonel Mamadou Doumbouya, ils suspendent tout. La constitution est suspendue. Tout est suspendu, ça veut dire qu'il n'y a plus d'État là-bas. Alors, on sait que tout État démocratique qui n'a pas de constitution n'est pas concevable. Oui. Ce sont les dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens du 26 août 1989. Quand il n'y a pas de constitution dans un État, c'est vraiment inconcevable. Ce n'est pas un État. Donc, la constitution est suspendue là-bas. Ça veut dire que tout est arrêté. Alors, on se pose une question fondamentale. Comment est-ce que dans un pays qui se dit démocratique et qui suspend une constitution peut organiser un procès? Pourquoi? Parce que la constitution est la loi fondamentale. Et c'est la constitution qui organise les pouvoirs publics en les séparant. C'est-à-dire le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Il n'existe pas d'assemblée ni rien. Mais sur quelle base légale on organise un procès d'une telle envergure? Ça, c'est la première interrogation, voilà, qu'il faut se poser. Alors, si on a organisé ce procès-là, ça renvoie à quoi? Inéluctablement, ça renvoie à ce qu'on appelle vulgairement l'arbitraire judiciaire. L'arbitraire judiciaire. Et si nous voyons au niveau de cette définition-là de l'arbitraire judiciaire, au niveau de la Commission européenne des droits de l'homme et autres, ils sont clairs. Je vais vous lire l'économie. Ils disent que la notion d'arbitraire dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dit ceci: l'arbitraire est le grand ennemi de toute liberté et le vice de corrupteur de toute institution. Le germe mort qu'on ne peut pas ni modifier, ni mitiger, mais qu'il faut détruire. C'est un mal terrible, l'arbitraire judiciaire. Alors tout dépend seulement de la volonté de ceux qui organisent ce procès-là. C'est la volonté de qui? C'est la volonté de Mamadou Doumbouya. Il est le chef d'orchestre. Il veut faire une justice des vainqueurs. Oui. Là-bas. Alors, lorsqu'on voit donc l'organigramme interne même de cette justice-là, le procès a commencé il y a de cela 3 mois. Oui. Voilà. Et les premiers à arriver, parce qu'il y a 11 accusés, et le premier à arriver, c'est M. Aboubakar Diakité, alias Toumba, alias Toumbarek, alias Manfavelo. Voilà tous ces noms. Voilà. Il était l'aide de camp. Oui, c'est sûr, c'est ça. Je suis très sérieux. Aboubakar Diakité, alias Toumba, alias Toumbarek, alias Manfavelo. Oui. Chaque nom a une signification et chaque surnom détermine le caractère de l'homme. Oui. Voilà. C'est le premier à passer devant la barre. Il est passé parce que lorsqu'il y a eu ce coup-là, Dadis a reçu une balle sur la tête, à bout portant, tirée par qui? Par ce même Aboubakar Diakité, alias Toumba, alias Toumbarek, alias Manfavelo. Il voulait tuer Dadis. Bien, il fuit parce que toute l'armée guinéenne était à ses trousses, mais on ne sait pas comment Aboubakar a fait pour se retrouver au Sénégal et il y a passé 13 années là-bas. On le recherchait. Bien, Dadis organise donc, il appelle, il dit, bon, moi, je suis un putschiste. J'ai suspendu aussi la Constitution et toutes les institutions. J'ai pas qualité pour organiser un procès sur les massacres du stade du 28 septembre. Je voudrais convoquer la CPI, qui est une justice internationale. La Guinée-Conakry a ratifié le traité de Rome. Voilà. Il le fait. Il y a donc un pool de magistrats qui commence à enquêter pendant des années. Alors, on arrive donc à Conakry. On arrête tout ce monde-là, on les met en prison. Il y en a qui ont fait 13 ans avant l'organisation du procès. Je me souviens du neveu du président Dadis Camara, le capitaine Marcel Guilavogui. Il a fait 13 ans. Il est bien vrai que l'homme de fonction de Toumba,
c'est-à-dire le capitaine Makambo, il a été exécuté par Toumba, qui a dit qu'il a bataillé, il a neutralisé, il a exécuté. Oui. Il a dit à mon vision, c'est Toumba-là. Je ne vais pas entrer dans les profondeurs même du débat. Toumba passe. Antoine Awana, oui. on va essayer parce que c'est bon, c'est un rappel historique, mais c'est mieux qu'on aille dans les positionnements qui nous interpellent, nous panafricanistes. Vous avez déclaré que l'organisation judiciaire, le substrat judiciaire, c'est selon la version de l'Union européenne, ou la Cour de justice européenne. Moi, panafricaniste, moi, ça me pose déjà un problème. Allons-y. Bon, ce sont des contingences judiciaires. Mais une fois que le procès est mis en branle, tel qu'il est mis en branle aujourd'hui du côté de Conakry, on a l'impression justement que, loin de la vérité, on s'est transformé en un show médiatique où les Guinéens regardent de façon quasi moutonnière ce procès du matin jusqu'au soir sans que véritablement les responsabilités ne soient établies. On va y aller après les 3 mois, tous les partis se rejettent la faute. Le président Doumbouya, lui, il essaye, en utilisant ce procès, d'éliminer de potentiels adversaires jusqu'où on peut aller dans cette ambiance kafkaïenne. Ouais, il faut relever une chose, c'est qu'actuellement, le procès est à la phase numéro 1, c'est-à-dire les interrogatoires. Il n'y a pas encore eu la confrontation entre les différentes parties et enfin les débats. On n'a pas encore ouvert les débats là-bas. Les avocats, le ministère public posent encore des questions. S'ils sont encore à la phase interrogatoire. Donc, c'est un procès qui va mettre un peu long. Oui. Voilà. Donc, pendant cette phase d'interrogatoire, tout va dans tous les sens là-bas. Je voulais venir sur Toumba. Je vais prendre 2 idées maintenant de Toumba. Rapidement. Voilà, Toumba a Diakité, quand il est arrivé là-bas, il rejette tous les torts sur Moussa Dadis Camara, prétextant que Camara était le chef de la junte, il était le président du CNDD et il était chef de l'État. En plus, commandant des forces armées guinéennes. Donc, même s'il n'a pas donné les ordres pour qu'on aille massacrer les gens au stade du 28 septembre, mais il porte toute la responsabilité. Qu'est-ce qui s'est passé même pour qu'il y ait ces massacres au stade du 28 septembre? Il y a eu 3 grands commanditaires. Le premier, c'était le général Sekouba Konaté. Le deuxième, c'était c'est un grand opposant historique là-bas, Selou Dalen Diallo. Oui. Et maintenant, le troisième larron, c'est qui? C'est le professeur Alpha Condé. Voilà les 3. Il y a eu donc une marche qui a été interdite par le pouvoir, mais ils ont bravé cette interdiction. Ils ont donc mobilisé une foule compacte pour aller dire non à la candidature de Moussa Dadis Camara. Voilà le véritable problème au niveau du procès. Lorsque les populations sont arrivées au stade avec les leaders politiques pour faire leur meeting, ok, monsieur le général d'armée Sekouba Konaté, il a pris son vol le matin à 10h, alors qu'il y avait déjà des massacres au stade du 28 septembre. Il s'est retrouvé chez lui. Qu'est-ce qu'il allait faire chez lui là-bas? C'était pour aller recevoir et envoyer à Conakry les mercenaires de l'Ulimo, qui venaient de la Sierra Leone. Ils faisaient partie de ceux qui ont massacré les gens là-bas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait porter les bérets rouges. Parce que les bérets rouges, c'était le régiment commandé par Moussa Dadis Camara à la présidence de la République. Les bérets rouges. Donc c'était la confusion. D'un autre côté, ils s'accusent mutuellement. Ils disent qu'ils ont recruté 9000 personnes formées en 2 mois. Et ces 9000 là ont été envoyés au stade du 28 septembre pour aller massacrer tous ces opposants et la population qui soutenait et qui avait participé au meeting. C'est ainsi que Moussa Dadis Camara, ayant été informé par Makambo, le capitaine Makambo, père son âme, il est mort, abattu par Toumba. Il est donc arrivé au stade, je vous donne vraiment les faits pour que les gens comprennent ce qui se passe là-bas. Franchement, nous sommes en période de procès, on ne va pas se substituer à la justice. On ne se substitue pas, je ne donne pas mes positions là-bas. Je vous relate les faits tels qu'ils se sont passés. Vous allez citer Antoine. Voilà. Donc, il arrive là-bas au stade, il y a donc une bousaille, on tire à bout portant.
Officiellement, on vous dit qu'il y a eu 157 victimes, mais officieusement et de manière réelle, c'était plus de 500. Et il y a eu des charniers là-bas, 3 au total. L'autre derrière le palais du feu général Lansana Conté, les autres vers l'aéroport. Ainsi, il y a un troisième. On a enterré des gens là-bas et il parlait de plus de 500 personnes disparues. Oui. Donc, en fait, Moussa Dadji Camara, il est à son 3e jour d'interrogatoire. Alors, on lui pose des questions. D'abord, il a gardé le calme. Mais c'est une substitut du procureur qui l'a énervé parce qu'elle a déclaré que Moussa Dadji Camara était un dictateur. Alors, Camara, il s'est fâché. Il a réagi, comme vous le savez, avec fou. Il a fallu que le président du tribunal le recadre, le ramène à la raison et recadre sa collègue, substitut du procureur, pour lui dire que quand vous dites n'utilisez pas des expressions péjoratives. On est ici pour les événements du 28 septembre, c'est pas pour juger le régime de Moussa Dadji Camara. Donc, en fait, pour chuter, ce qui se passe là-bas, j'ai soulevé des points de droit. Un État dont la Constitution est suspendue, je vois mal comment on peut organiser un procès. Ouais. Voilà. Et puis maintenant, le procès, tout se passe comme si c'était le procès du régime de Moussa Dadji Camara. Et on se déplace un peu sur les événements au stade du 28 septembre. Voilà. Merci Antoine Awana. Vous remarquerez que de façon volontaire, nous avons décidé de ne pas diffuser les images de ce procès que nous ne trouvons pas véritablement reluisant pour le continent africain, où l'on voit véritablement un ancien dictateur ou pas, mais chef d'État qui se retrouve comme ça dans des querelles, dans des monologues. Cette image-là n'est pas la meilleure pour le continent africain que nous défendons avec force et conviction. Nous allons, autant que faire se peut, commencer un travail, un exercice en parallèle de la distribution de parole sur ce plateau. Sinon, Patrick Sapak, vous connaissez les problèmes que nous avons souvent, on ne s'en sortirait pas. Alors, on va essayer en même temps de relayer les contributions qui commencent à arriver par milliers. Alors, bonsoir les panafricanistes. J'ai par hasard découvert votre télé avant-hier et j'ai bien aimé votre débat. Présentement, je vous suis depuis le Niger sur le Bouquet Canal. Je vous encourage vraiment. Vous faites honneur à l'Afrique et à tous les panafricanistes convaincus. C'est monsieur Haruna Boubacar qui nous suit certainement depuis Niamey. C'est au Niger. Bonsoir à vous, cher professeur, parce que vous l'êtes, vous l'avez précisé. Patrick Sapak, nous sortons de ce procès, mais que nous continuons à suivre avec attention avec vous. Je relaie et je balaie une actualité qui fait réagir sur le continent, l'actualité liée au franc CFA, et je note que en zone CEMAC, il y a beaucoup de réactions au sortir de ces nouveaux billets que beaucoup aiment et que d'autres n'aiment pas, mais qui quand même suscitent des réactions. Alors, il faut déjà dire que ces nouvelles coupures qui sont arrivées ne changent absolument rien du tout sur ce qui doit être fait dans l'opérationnalisation de l'existence des pays d'Afrique francophone. Je note que les pays d'Afrique francophone constituent les 54% des ressources mondiales, des ressources africaines, et donc il faut, les 47%, il faut faire attention avec les chiffres, 47% des ressources africaines. 54, c'est l'Afrique sur le monde. Donc, à ce niveau, c'est l'Afrique francophone qui tire tout le continent vers le bas. Vers le bas, simplement à cause de cet hydre qu'on appelle le franc CFA, qui ressemble à grands traits à la traite des gruyères, où pendant un demi-millénaire, on a dépouillé l'Afrique de toute sa force de travail. Alors, pour aller rapidement là-dedans, le franc CFA, c'est la propriété de la France. La vraie définition de ce qui est inscrit là en synthèse, c'est le franc des colonies françaises d'Afrique qui a été mis en place en 1945 justement pour contrôler tous les États et qui a été acté de manière unilatérale par la France parce qu'elle a imposé à tous les premiers ministres disséminés dans le déploiement du fameux précaré français de signer. C'était le 3e accord dans tout ce qui a été signé à gauche et à droite où on dit que la France va battre, c'est-à-dire fabriquer une monnaie qu'elle va gérer pour ces pays-là, le franc CFA. Alors, jusqu'à date, le franc CFA continue de hanter les vies des Africains francophones et par voie de conséquences tout le continent africain. Et pourquoi? Parce que le franc CFA domestique 4 piliers. Alors, le premier pilier, c'est que la France va
il va y avoir juste la garantie monétaire. Ça veut dire que chaque fois que vous allez vouloir importer des produits de l'extérieur, eh bien, si vous n'avez pas suffisamment de devises, parce que ce sont les devises qui fonctionnent, la devise, c'est une monnaie étrangère. Ça veut dire que si vous voulez importer de la Chine, il faudrait avoir les yuans chinois pour pouvoir faire des opérations là-bas. Alors, si vous n'avez pas suffisamment de réserves, eh bien, la France va vous apporter ces réserves-là. Et vous allez comprendre la perfidie derrière. Alors, le deuxième pilier, c'est l'unicité de la zone monétaire. Ça veut dire que comme vous avez 3 zones monétaires qui s'établissent depuis 60, c'est-à-dire la Banque des Comores, la Banque d'Afrique centrale et puis la Banque d'Afrique de l'Ouest, et donc ça veut dire qu'on doit utiliser la même monnaie partout pour que ça puisse dynamiser les échanges intra-zone économique afin que on puisse être à l'aise. Ça veut dire que le Cameroun, par exemple, votre pays, peut utiliser le franc CFA qui est utilisé au Cameroun, en Côte d'Ivoire, qui est en Afrique de l'Ouest, eh bien, cela ne se produit pas aujourd'hui. Si vous voulez utiliser le franc CFA au Cameroun, ce franc CFA-là restera en Afrique centrale. Il n'ira jamais en Afrique de l'Ouest parce qu'il y a encore un autre mécanisme d'échange qui doit intervenir en passant par Paris pour qu'on puisse établir l'équivalent et que vous soyez capable d'aller faire des opérations au niveau de l'Afrique de l'Ouest et ainsi que au niveau des Comores. Alors, le troisième pilier, c'est l'unicité de la zone, on a fini avec l'unicité de la zone monétaire, c'est la concentration des devises sur le commerce extérieur de tous ces États, 14 États. 100 ans, depuis 1960, on est passé à 15 États en 1983 avec l'entrée de la Guinée équatoriale qui avait sa monnaie qu'on appelait l'Ekwele, qui est passé parce que Houphouët-Boigny et Yadema et Bongo le père l'ont poussé à rentrer dans cette bêtise du franc CFA, lui arguant qu'il y a la garantie monétaire derrière. Donc il faudrait qu'il vienne là. Et nous savons très bien ce qui est arrivé en Guinée équatoriale ces derniers temps. Donc, et ça fait donc 15 États qui doivent déposer tous leurs devises, c'est-à-dire les recettes du commerce extérieur, dans un compte unique des opérations au niveau du Trésor public français. Je rappelle que le Trésor public a pour charge de financer les engagements de l'État. Et donc, tout cet argent va au niveau de la France et aide la France à jouer, à travailler sur son social. Et donc, là derrière, lorsque un pays de cet espace a un problème, notamment peut-être la Centrafrique a un souci, un déficit sur le plan budgétaire, eh bien, on va regarder dans ce plan des opérations si le Cameroun, lui, sa situation est une situation d'excédent budgétaire, eh bien, on va prendre l'argent au Cameroun pour prêter à la Centrafrique et c'est l'argent, c'est la dette de la France sur la Centrafrique. Ce n'est pas la dette du Cameroun sur la Centrafrique. Vous commencez à voir la perfidie. Et donc, la France doit tout faire pour que ce compte-là reste toujours excédentaire. Aucun chef d'État, je reprends, aucun chef d'État d'Afrique francophone ne connaît la quantité d'avoir qu'il a là-bas dedans. Mais je rappelle que, par la conscience africaine, que nous avons 978 000 milliards de dollars consignés depuis 1960 dans ce compte des opérations uniques là, jusqu'à date. Et c'est pour vous signaler la bêtise qui a été faite dans ce qu'on analysait la fois dernière par rapport au déplacement sur Washington pour aller commander 55 milliards de dollars pour les investissements. Donc, lorsque vous sortez là, vous avez donc le dernier pilier. Le dernier pilier, c'est la fixité de la parité. C'est-à-dire que nous sommes partis du franc français et après le traité de Maastricht, il fallait s'armer à l'euro et on est donc passé à 655 francs pour parler d'un euro. Donc ça veut dire que chaque fois qu'un pays veut importer, c'est-à-dire que vous voulez acheter cette bouteille d'eau Stéphane Barga qui coûte 200 francs, eh bien vous allez payer à 650. Ça, c'est pour que terre à terre on comprenne. C'est-à-dire que les pays d'Afrique francophone ont payé ça à 650 parce que nous avons la fixité de la parité sur le plan monétaire. Alors, lorsque vous êtes libre, vous avez la liberté de votre politique monétaire, eh bien, vous avez la possibilité d'apprécier et de déprécier votre monnaie en fonction de la dynamique, justement, des marchés sur le plan financier. Il n'existe donc aucun pays en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire francophone, qui soit présent sur les marchés financiers. Parce que normalement, c'est le travail des banques centrales. Alors, les banques centrales, c'est-à-dire la BCAO, la BEAC et la Banque islamique des Comores sont des gigantesques institutions bureaucratiques qui ne peuvent produire aucune politique monétaire et sont là pour faire croire aux Africains qui sont responsables d'eux-mêmes alors qu'il n'en est absolument rien du tout. Vous allez croiser quelqu'un en route qui vous dit non, mais je travaille à la BEAC, mais alors, ces institutions-là ne peuvent produire aucune politique monétaire. Alors, donc ça veut dire que c'est ici que se trouve toute l'agonie, toute l'anesthésie et toute la formalisation de nos options sur le plan des politiques publiques parce que je vous l'ai
l'ai toujours dit, chaque fois qu'un pays atteint son indépendance politique totale, eh bien, il acquiert immédiatement sa souveraineté monétaire. Parce que c'est cette souveraineté monétaire qui permet de maîtriser la banque centrale, les banques commerciales et tous les circuits financiers pour financer les projets issus du sommet dans le génie. Je reste avec vous. Et c'est une question qui véritablement taraude les esprits des Africains que nous sommes. Ce constat, je ne crois pas qu'il date d'aujourd'hui. Il a été fait bien avant que nous soyons sur cette tribune, bien avant même que certains leaders ne soient en situation de responsabilité. Qu'est-ce qui empêche véritablement, on parle quand même de 15 pays, de se réunir de façon unilatérale ou alors d'engager la réflexion sur la sortie ou pas, la mutation ou pas, parce que je précise que du côté de l'Afrique de l'Ouest, il y a eu la gestation de ce projet qu'on a appelé ECO, que beaucoup ont aussi estimé que c'était une autre forme d'arnaque, excusez les propos. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche à l'Africain, le panafricanisme? Alors, je pose une question en deux volets. Bon, imaginons même qu'on sort du franc CFA. Est-ce qu'il y a la réponse en termes de dynamique économique sur l'espace francophone qui soit capable de soutenir cette fixité et cette stabilité qu'entre guillemets le franc CFA apporte? C'est la première question. Qu'est-ce qui empêche à nos chefs de se réunir et de poser les jalons d'une sortie de cet instrument monétaire qui visiblement n'est pas au profit au gain des Africains de l'Afrique francophone? Alors, pour le premier volet de la question, si vous voulez qu'on passe directement à la révolution qui est appelée de tous les vœux par les Africains de l'espace francophone, eh bien, je prendrai la décision immédiatement qu'on arrête tout de suite avec le franc CFA. Et nous allons mettre des passerelles intermédiaires afin justement de financer nous-mêmes le réajustement macroéconomique et financer nous-mêmes nos économies. Pourquoi? Parce que en 1972, lorsqu'on était en train de partir avec cette affaire, je rappelle que sur ce compte des opérations, c'était 100% des réserves qu'il fallait consigner là-bas. Comme il y a eu beaucoup de littérature et beaucoup de salive qui a coulé, eh bien, en 1972 et 73 respectivement à Dakar et à Brazzaville, on a trouvé un accord pour ramener la quantité des avoirs là à 65%, c'est-à-dire déposer dans le trésor public français et que vous allez bénéficier de 35% dans vos banques centrales qui sont, soit dit en passant, contrôlées encore par la France, par le conseil d'administration. Parce que là-bas, les décisions se prennent à l'unanimité du conseil d'administration et on s'est aménagé la présence des Français, 2 Français à la BCAO, 3 Français au niveau de la BA, etc. pour éliminer l'unanimité de la décision. Donc vous comprenez que les 100% restent. Aujourd'hui, on vous parle de 50% qui reviennent aux banques centrales avec le même mécanisme. Ça veut dire que la situation reste en l'état. Donc, et il faut préciser que pour tenir la stabilité du monnaie, il faut d'abord avoir un instrument, c'est les ressources. Si vous n'avez pas de ressources, c'est très compliqué. Or, je vous l'ai dit tout à l'heure, que l'Afrique, c'est déjà 54% des ressources mondiales et l'Afrique francophone seule tient 47% des ressources africaines. Et donc, c'est ici qu'on doit prendre la décision tout de suite de mettre en place une monnaie, c'est-à-dire mettre, comme je l'ai dit, les passerelles intermédiaires, afin nous-mêmes d'orchestrer le réajustement macroéconomique pour financer nos économies. Alors, il y a eu beaucoup de littérature, beaucoup d'experts sont passés, ils ont travaillé avec nous. Maintenant, le deuxième volet de la question, pourquoi est-ce que ça bloque? Ça bloque simplement parce que lorsqu'on a pris ces décisions, à autour de 60, où on a signé comment on les appelle, les premiers ministres partout là, qui ont signé des accords iniques, bizarres, bidons, illégaux, illégitimes, eh bien, parce qu'ils n'avaient aucune légitimité, puisque c'était des États qui étaient sous tutelle, avec un État qui était déjà libre, c'est-à-dire l'Afrique souveraine, c'est-à-dire la France, eh bien, dans ces États, ces accords sont nuls et de nul effet. Donc maintenant, pour qu'on ne soit pas dans la contestation dans cette affaire-là, on a dû s'aménager dans l'arrivée à la tête de tous les États des hommes liges, c'est-à-dire des laquais et des pantins que l'on va contrôler, c'est-à-dire qu'il fallait esquiver ceux qui voulaient la véritable indépendance et la véritable existence de nos nations pour mettre en place donc ceux qui se sont spécialisés dans la jouissance des libertés conquises. Et ce sont ces gens-là qu'il fallait justement pérenniser dans nos pouvoirs pour faciliter cette affaire-là. Alors, il y a un dernier accord que les gars ont signé, fait signer à ces premiers ministres, c'est-à-dire l'assistance militaire. Chaque fois que le président du pays en question, c'est-à-dire l'espace francophone, va être embêté par une rébellion interne ou embêté par une rébellion externe, il peut faire appel à l'aide militaire de la France.
Et si le président n'est plus dans la capacité de le faire, soit par le fax, téléphone ou n'importe quel moyen de communication, eh bien l'ambassadeur de la France dans ce pays peut le faire à la place de l'autorité de ce pays-là. Vous comprenez? Donc c'est pour garantir à la tête de nos États l'arrivée donc des chefs de canton français déguisés en chefs d'État. C'est eux qui ont donc la responsabilité de rester là. Et maintenant, la France a combattu, toléré et provoqué les coups d'État en Afrique en conformité avec... Laissez-moi terminer ça. Je reste avec vous, oui. Justement parce que j'ai l'impression que ma question ne trouve pas... Je suis en train de répondre. Mais ça veut dire que vous ne me suivez pas. Je vous dis que les hommes liges, ce qui empêche qu'on sort du franc CFA, ce sont les hommes liges parce qu'ils ont été choisis par la France. C'est-à-dire que je vous disais que la France a toléré, combattu et provoqué les coups d'État en Afrique en conformité avec le degré de docilité de nos leaders vis-à-vis de leurs intérêts. Vous êtes d'accord avec eux pour piller votre pays, garder le franc CFA, on vous protège contre toute rébellion, vous n'êtes plus en odeur de sainteté avec eux, les gars, vous créez une rébellion. Alors, les exemples sont clairs. Sylvanus Olympio, au niveau du Togo, a voulu créer le franc togolais en s'appuyant sur une passerelle intermédiaire sur Daesh Mark allemand. Il a été abattu devant l'ambassade des États-Unis par les mercenaires français à 7 h du matin et il est en pyjama. Donc, Modibo Keïta au Mali a essayé justement de faire dans la même direction. Eh bien, il a connu toutes les foudres avant d'aller être présenté comme quelqu'un avant d'être exécuté en 77. Et vous avez Sékou Touré qui a créé le franc guinéen. Vous vous rappelez qu'en 58, il a fait venir De Gaulle à Conakry pour lui dire, écoutez, nous allons créer le franc guinéen. Et puis, aujourd'hui, c'est fini la Guinée. Conakry est libre. Et nous allons vous remettre tout ce que vous allez vouloir. Il a donc fait venir les Cubains et les Soviétiques pour l'aider sur le plan économique et sur le plan politique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bob Denard et tous les bandits sont allés en Guinée pour injecter dans l'économie guinéenne de faux francs guinéens pour créer l'inflation d'origine monétaire. Et donc, finalement, aller le tuer à Cleveland, dans l'état de l'Ohio, aux États-Unis en 1924. Vous comprenez très bien que lorsque vous sortiez de cette histoire, vous avez été qualifié à mourir. Donc, c'est ça qui fait l'impasse depuis. Et donc, nous avons donc, il faut sortir des chefs de canton français déguisés en chefs d'État qui font que ils sont protégés à rester à la tête de nos États, à définir des politiques publiques suicidaires pour aider plutôt la France à vivre et leurs propres compatriotes. Donc, ils sont constamment et permanemment en désaccord avec le désaccord de leurs compatriotes pour que tout le monde reste dans la misère. Merci. Et qu'eux puissent faire grassir la France. Comme nous voyons aujourd'hui, toutes les ressources sont de ce côté-là. Et si c'est pas la France, ce sont ses alliés, c'est-à-dire les États-Unis et tous les bandits qui se meuvent justement sur la scène internationale. Patrick Sapak. Il faut sortir du France, c'est pas tout de suite. Merci, on vous l'a compris. Je tolère. C'est comme ça qu'il faut les qualifier. Et votre style qui vous est particulier, c'est aussi ça, la tonalité de ce programme. On va essayer, lorsque nous sortons de cette réflexion qui est la vôtre, de féliciter le président Touadéra qui s'est engagé dans une dynamique de contournement de ce franc CFA en étant présent sur un terrain avant-gardiste, la monnaie la crypto-monnaie, avec ce qui est appelé du côté de Bangui, le Sango. On va essayer d'encourager le président Touadéra dans cette initiative-là pour que véritablement ces entraves qui sont constatées dans l'usage du franc CFA au quotidien puissent être contournées avec la crypto-monnaie ou le Sango. Une fois que je l'ai dit... C'est ce que j'appelle les passerelles intermédiaires, avant de créer dans la monnaie centrafricaine. Une fois que je l'ai dit, je m'en vais tout de suite me tourner vers vous, Laurent Charles Abédier. Avec vous, nous allons revenir sur la visite du président Paul Biya du côté de Washington, la capitale fédérale américaine. Et avec vous, et au travers de l'ouvrage qui est le vôtre, interroger deux postures du président Biya qui, justement, a paru avant-gardiste en se positionnant sur des thématiques sensibles comme celle de la dette, où le président a notamment estimé que la dette était un frein à la dynamique de croissance africaine. Il est aussi revenu sur l'aide au pays en voie de développement, comme on l'appelle, qui le président a trouvé qu'elle n'était plus, elle était désuète, elle était dépassée, qu'elle ne serait pas favorable en capacité de pouvoir amener les pays africains vers l'émergence tant souhaitée. Alors, Laurent Charles, Paul Biya, le visionnaire, selon vous? Je suis obligé de reconnaître qu'une fois de plus, notre président a fait la fierté des Camerounais et la fierté de l'Afrique. Ces positions ont été suivies par tous les autres leaders africains. Il était en quelque sorte le grand sage de l'Afrique, le porte-parole de l'Afrique. Vous savez qu'en Afrique, nous respectons les gens de grand âge. Dans nos villages, nos vieux
sont ceux-là même qui décident de tout. Même si la jeunesse a parfois de la force dans les bras, et tout peut agir, mais les vieux sont les vieux qui décident. Et là, le président Biya, on a eu l'impression de voir les Africains comme une grande famille, dont le chef était le président Paul Biya. Je crois que les Camerounais devraient être fiers de leur président. Les Camerounais devraient être fiers, Antoine Awana, les Camerounais devraient être fiers de l'âge qui est celui de leur chef d'État. Mais nous avons sortir de ce sommet quelques réactions de quelques personnes à travers la diaspora africaine qui véritablement ont quelques griefs à l'endroit du chef d'État camerounais. On estime qu'il a semblé parfois dépassé par les événements, qu'il n'a pas porté la voix africaine telle qu'il aurait dû. On a eu l'impression que justement, il est resté dans les redites, alors que beaucoup, comme Laurent Charles, estiment que le président Paul Biya s'est montré avant-gardiste et qu'il est resté constant en allant dans les terrains où on ne l'entendait pas forcément lorsqu'il a parlé de la dette, lorsqu'il a parlé aussi de l'aide au pays, l'aide au développement. Oui. Quand on a déjà atteint l'âge du président. Pourquoi toujours cette fixation sur son âge? Laissez-moi continuer, s'il vous plaît. On a déjà atteint l'âge du chef de l'État. Et quand on a déjà mis au moins 39 ans au pouvoir, on n'a plus peur de dire certaines choses. Oui. C'est là où je voulais en venir. Il a dit vraiment ce qu'il devrait dire il y a bien longtemps. Parce que là, il n'a plus rien à prouver. Il doit dire la vérité et toute la vérité. Il n'est pas là pour attendre encore faire 40 ans plus au pouvoir. Non, c'est ça. La deuxième chose, c'est que qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais il y a une réalité qui est objective, c'est qu'aux États-Unis, malgré les détracteurs, malgré les mécontents, les opposants et autres, le monsieur Biya est allé là-bas, il a porté le message de toute l'Afrique. Oui. C'est pas seulement le message du Cameroun, c'est le message de toute l'Afrique. Parce que moi j'ai une spécificité, c'est que quand il fait bien, j'apprécie. Faut dire qu'il fait bien. Voilà, quand il fait mal, je tire sur lui à boulet rouge. Ça c'est ma spécificité. Vous avez ce courage? Mais je l'ai toujours eu et je l'aurai toujours. Moi, je suis un bon panafricaniste, hein, et un combattant, un panafricaniste pur et dur. Moi, je ne recule devant rien. Oui. Quand M. Biya fait bien, j'approuve. Oui. Et je le dis à mon Dieu. Et vous estimez qu'il a bien fait du côté de Washington? Il a bien fait du côté de Washington, malgré les petites manœuvres. Justement, j'allais arriver vers vous, Antoine Awana. Ouais. Nous avons cette vidéo qui est virale sur la toile. Et je vais véritablement vous demander une réaction. Vous imposez même une réaction à ce sujet où le président s'est renseigné via son protocole sur qui était dans la salle, sur est-ce qu'il y avait des gens importants. Et justement, quelques esprits perfides de la diaspora ont estimé que le chef de l'État camerounais n'était plus en capacité d'être à l'aise dans l'environnement qui est le sien, de pouvoir reconnaître où est-ce qu'il est, ou alors tout simplement d'avoir un tout petit peu... perdu la mémoire. Non, pas perdu la mémoire, je n'oserais pas dire cela, monsieur Awana. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Voilà. Mais nous, on sait qu'il n'a pas perdu la mémoire. Monsieur Biya a été très lucide. Déconnecté. Parce que il y a eu un petit... C'est comme s'il y a un petit complot qu'on a ouvert là-bas. On a laissé on laisse les micros allumés. Oui. On l'amène dans une salle où il ne reconnaît pas des gens qui l'ont invité et devant lesquels il devait prononcer un bon discours. C'est tout à fait normal. Mais quand vous voyez cette vidéo-là, qui sont dans la salle, regardez même le dispositif qui est au niveau de la salle. Vous sentez qu'on l'a extrait dans une autre salle, on a laissé les micros allumés, alors il a engagé un entretien avec son chef de protocole. Il demande je suis où? Qui sont dans cette salle? Qu'est-ce que je viens faire ici? Est-ce qu'il y a des personnalités importantes là? Vous croyez que... C'est une question légitime. Très légitime et très profonde et très philosophique. Vous croyez qu'un homme qui délire peut poser ce genre de questions? Et il y avait une cohérence au niveau des questions qu'il posait à son chef de protocole. Oui. Alors pourquoi, avec tout
tout le dispositif sécuritaire qu'il y a là-bas, dans cette salle-là, pourquoi on a laissé les micros du président allumés? C'est la grande question. C'est la grande question. Si ce n'est ce que je ne vais pas parler comme Sanga Nyandim, mais il y a quand même matière à réflexion par rapport à Il y a matière à réflexion. Oui. Je vous arrête un instant. Laurent Charles, vous voulez réagir? Je voudrais juste ajouter quelque chose à ce que dit Antoine. Oui. C'est que vous n'avez même pas bien regardé. Vous qui avez bien regardé, dites-nous. Oui, j'ai bien regardé. Alors, il y avait, vous savez que dans les conférences internationales, Oui. il y a des formats. Il y a des formats qui sont en quelque sorte interactifs. C'est-à-dire que vous êtes là avec d'autres interlocuteurs et vous échangez. Et il y a des formats où, d'ailleurs, ce sont ceux auxquels le président Biya est habitué. Il y a un pupitre et le président Biya, en tant que grand leader, vient et délivre un discours. Il dit un discours, il s'exprime à travers un discours devant un pupitre. Et si vous avez bien regardé dans cette salle, il y avait un pupitre. Il y avait un pupitre, regardez bien la vidéo. Oui, nous avons... Donc, il y avait une espèce de confusion au niveau même des organisations. Confusion créée volontairement ou involontairement. C'est Eh là ben, où est la question. Là, vous voulez savoir si elle crée... Vous savez, je pense que... D'abord, je voudrais vous faire un rappel. Ce n'est pas la première fois que ce genre de choses arrive. Rappelez-vous à Lyon, au fameux forum avec Mo Ibrahim. Oui. Il y a eu un incident... Là, nous pouvons affirmer que c'était volontaire. On a volontairement piégé le... Mais moi, je veux vous dire que il y a eu un complot contre le président Biya qu'il a su déjouer. Parce que si vous en tenez, non pas à les questions qu'il posait, parce que les questions, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé s'il y avait des gens importants. C'est normal de s'enquérir s'il y a des gens importants. Au regard du fait que les gens qui étaient là, pour lui, ce n'étaient pas des gens importants. Non, ne serait-ce que pour les saluer, pour saluer ces gens importants, d'ailleurs leur dire un mot de bienvenue. Oui. N'est-ce pas? C'est tout à fait normal de savoir qui est dans la salle. Parce que si vous vous retrouvez avec... le tout venant. Le tout venant, bon, vous comprenez, il y a certains dégâts. Même quand vous respectez les règles élémentaires de politesse, il faut savoir à qui vous adressez. Il y a une élément de question. Selon vous, Laurent Charles Abédié, que le président camerounais soit quelque peu en déphasage avec l'environnement qui était celui... Mais non. Oui. Écoutez, s'il était en déphasage avec son environnement, vous l'auriez senti au niveau de son discours. Or, son discours a été tout à fait cohérent. Il a lu son discours, il a déroulé son discours avec sa maestria habituelle. Merci Laurent Charles. Et il était debout. Patrick Sapak, on vous a lu sur la toile, mais je voudrais que vous partagiez avec nos téléspectateurs la réflexion qui est la vôtre au sujet de cette vidéo sur le président camerounais qui fait abondamment réagir au niveau de la toile, beaucoup s'appuyant avec force et peut-être pas argument ou argutie, je pèse mes mots sur cela, estime que le président commence à montrer quelques signes de vieillesse, de déphasage, alors que peut-être c'était des interrogations nécessaires, légitimes, de où je suis et qui est en face de moi. Alors, vous comprenez là? D'abord, j'ai dit que Paul Biya ne devait pas se rendre aux États-Unis. Il a dit la dernière fois ici, pour rester cohérent et conséquent envers moi-même. J'ai dit qu'il y a 49 individus sans personnalité qui ont pris l'avion pour se retrouver à Washington pour présenter et adresser des problèmes qui ne concernent pas les Américains, mais qui concernent plutôt les pays africains. Donc, ça veut dire que le chef de l'État ne devait pas faire ces déplacements. Maintenant, pour revenir de manière centrale sur votre question, oui. Il y a un dispositif dissuasif dans la sécurité du chef de l'État pour éviter qu'il subisse ce genre de choses. Et ce n'est pas la première fois. Des autres ont parlé de Lyon tout à l'heure avec l'intervention de Mo Ibrahim, etc. Mais nous avons eu l'incident de Mori. On a peut-être la mémoire courte. Que le chef de l'État a failli recevoir des coups des œufs et tout. Il y a même déjà des gens qui avaient pensé à le poignarder. Mais je vous rappelle qu'à Mairie, il a été sauvé par la garde rapprochée de Sassou Nguesso. Alors, que fait le service de la DGRE, la direction à la recherche extérieure au Cameroun? Que fait le chef d'état-major? Que font tous ceux qui sont commis justement à la sécurité du chef de l'État, qui est la prééminence institutionnelle d'un État, lorsqu'il va à l'extérieur? C'est vrai, sur le plan diplomatique, qu'on doit prendre toutes les dispositions de l'autre côté pour que le chef d'État n'ait pas de problème, mais la première disposition à prendre, c'est au niveau interne.
pour éviter qu'il n'y ait pas de couac de l'autre côté. Patrick, ça parle. Alors, à ce niveau, est-ce qu'il était question de sécurité? On a plutôt l'impression que c'est l'agenda en termes de communication présidentielle qui n'était pas maîtrisé. Parce que le chef d'État s'est interrogé sur où est-ce qu'il était et qu'est-ce qu'il faisait là et qui il avait dans la salle. La sécurité du président de la République camerounaise n'a été nullement menacée à aucun moment que ce soit. Soyons clairs. Quand je parle de sécurité, c'est pas seulement l'intégrité physique. Oui. La sécurité, ça emballe tout, Stéphane Barga. Ça veut dire, même la communication du chef d'État, je vous rappelle que lorsque le président Biya avait demandé qu'on fabrique ce bébé jet 700 en 2000, cette histoire qui a donné, qui a été permissif de, c'est ce qui a été présenté à la place publique comme l'Albatros, eh bien, le chef d'État-major de la présidence de la République était chargé de sécuriser les communications du chef de l'État dans l'avion qui allait être fabriqué. Vous comprenez très bien que la sécurité, c'est pas seulement l'intégrité physique. Donc, il y a même, avec votre permission, le président a posé une question qui renvoie à cette sécurité-là. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens importants dans la salle? Voilà. Quand vous faites une analyse sociologique, vous allez comprendre que lui-même a suspecté ce qui était dans la salle. Ouais. Quand il pose cette question-là, est-ce qu'il y a des gens importants ici dans cette salle? Ça veut dire ce que ça veut dire. Antoine, vous êtes expert des questions sécuritaires. Alors, je suis ça veut dire qu'on a infiltré des gens là-bas. Oui. Et le président, avec son tact et sa sagesse diplomatique internationale, il a suspecté ce qui était dans la salle. La faute à qui? La faute au protocole. C'est le protocole. Ce sont des gens qui sont à côté de lui, tout et tout. C'est le protocole qui a été défaillant. Comment on peut laisser le micro du président allumé? Ça ne se fait jamais. Il faut se dire les choses clairement. C'est le protocole qui a été défaillant. Il n'est pas fini. Et il communique, il pousse la bêtise plus loin, il va communiquer avec le président, sachant que ses micros sont allumés. Merci Antoine. Patrick Sapaka va poursuivre. Vous comprenez très bien. Antoine Awano est un expert des questions de sécurité. Donc, sa prise de position sur cette tribune ne peut pas être considérée comme conjecturelle. Il sait de quoi il parle. Et quand je vous dis que la sécurité du chef de l'État ne relève pas seulement de son intégrité physique, mais de tous les actes qu'il pose, que ce soit des actes de communication, toutes les sorties, tout ce qu'il doit faire, l'environnement, même sa propre famille. Oui. Hein? Tout ceci nécessite qu'il y ait un dispositif, parce qu'il y a des gens qui sont payés par le pauvre contribuable camerounais pour le sécuriser. Parce que la perte d'un chef d'État, on ne s'en remet pas facilement. Donc, vous comprenez? Alors, si aujourd'hui, nous avons, je ne peux pas souhaiter ce type de script, imaginez un seul instant que le chef de l'État, Paul Biya, on ne peut pas lui souhaiter ça, qu'il décède tout de suite. Que va devenir le Cameroun demain? Un scandale. Hein? Parce que rien n'est préparé, il n'y a que des bandits qui tournent autour de diverses natures, qui veulent absolument que le Cameroun aille à feu à sang. Et je poursuis, je termine. Allez-y, Patrick. Donc, lorsque à Malabo, j'avais été convoqué, invité par le président Obiang Nguema, parce que nous avions l'information qu'il allait être empoisonné au thallium, pas au thallium, au cyanure, au niveau de l'hôtel qui avait été réquisitionné dans ces réunions en 2013 entre l'Afrique et la France, toujours ce genre de dépassement bidon. Alors, j'ai présenté le script dans une télé concurrente à cette époque-là, et directement le président lui a parlé avec moi pendant qu'il était sur le plateau. Je me suis rendu à Malabo le lendemain parce que c'était urgent. J'ai été reçu par le gars de la DGRE, le patron de la DGRE là-bas, qui avait déjà envoyé une équipe devant pour vérifier que tout est OK avant que le chef d'État ne prenne l'avion. Alors, je lui ai servi la note d'information. Directement, il a pris des dispositions là-bas pour dire, vous allez changer la suite qui a été réservée pour le président de la République. Nous allons partir de Malabo avec tous les instruments. Si le chef d'État doit s'exprimer, ce sera avec les instruments de Malabo. Et s'il doit consommer quoi que ce soit là-bas, ce sera préparé depuis Malabo. Si. Donc, vous voyez très bien que ça c'est un dispositif réactif pour éviter que le chef d'État ait un souci. Alors, quand on revient au Cameroun, je vous ai dit la dernière fois que le chef de l'État est pratiquement seul. Quand je dis pratiquement, ça veut dire qu'il y a un homme que je voudrais féliciter et à qui je voudrais dire de faire très attention parce qu'on est en train de tout faire pour l'enlever de la fidélité ferme sur le chef d'État. C'est le directeur du cabinet civil. Vondo Ayolo, c'est son nom. Donc de continuer de rester dans la position qui est la sienne parce qu'il reste le seul fidèle au chef d'État tout de suite. Pendant que dans son entourage immédiat, qui veut absolument que Paul Biya soit liquidé. Il faut arrêter de chercher les poux sur la tête des chauves. L'opposition, il y a une opposition radicale qui veut absolument que ça aille dans tous les sens. Il y a une opposition qui bagarre contre l'opposition.
dont les opposants aux opposants. Il y a maintenant la société civile, d'autres radicaux, et ceux qui veulent, qui regardent le Cameroun pour l'avenir. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure. C'est pour présenter un script qui ne peut pas être souhaitable. Si le chef de l'État du Cameroun décède tout de suite, le Cameroun va en désordre parce que rien n'est préparé. Donc c'est pour ça que j'ai dit 2022, 2023 et 2024, nous avons la responsabilité, je m'adresse à la jeunesse, qui est facilement instrumentable dans cette histoire-ci, peut-être du fait de la précarité sociale ambiante, dans des choses qu'elle ne peut pas contrôler. Par la suite, parce que j'ai couvert 12 ans de stabilisation en Afrique, je sais comment ça commence et on ne sait jamais comment ça s'arrête. Donc nous avons des milliers de morts sur l'espace africain et qu'il y a 46 000 morts qui sont projetés pour le Cameroun. Et donc si on a un comportement irresponsable, ça va être terrible pour la suite. Et c'est ce qui est en train de se passer lorsque le chef de l'État doit sortir. On va utiliser les apparences de failles comme celle-là. On a dit que le chef de l'État est un sage. On a dit qu'il a de l'âge. Et puis au niveau, chez nous, les Bantous, c'est ça. Mais nous avons à protéger Paul Biya. Parce qu'une extinction, ça va protéger le Cameroun pour qu'on ait la liberté, la souveraineté de prendre des décisions face à ces brigands, ces gangsters et ces bandits internationaux dès que le chef d'État n'est plus là. C'est de ça qu'il est question. Il ne s'agit pas de commencer à faire le bilan du chef d'État. On a déjà fait le bilan de toutes les manières en utilisant toutes sortes de figures de style. Donc, ce qu'il allait faire aux États-Unis, c'est ce déplacement n'avait même pas lieu d'être. Mais maintenant, il ne faut pas qu'on rentre dans une logique où on a été instrumentalisé pour dire qu'il est vieux, qu'il a fait ceci. Ce n'est pas le problème parce que là, on serait en train de tirer sur le corbillard. Mais il faut en ce moment, prendre la mesure et la gravité de la situation. Il ne faut surtout pas céder à la tentation et ce qui mettrait le Cameroun en difficulté. Merci Patrick Sapak. Je nous permets à tous de souffler. Je reviens vers vous, chers messieurs, en prenant une ou deux réactions. Elles sont nombreuses. On va essayer de relayer les plus pertinentes. Salut le panel. Cette vidéo serait en photomontage. C'est monsieur Rodrigue Nkolo, depuis Yaoundé, qui réagit et qui pose un regard interrogateur sur la véracité de cette vidéo qui est virale sur les réseaux sociaux. Alors, prenons cette autre réaction. Bonjour chers frères, je suis de la République de Guinée. Je vous suis avec beaucoup d'intérêt. Vous faites la fierté de tous les panafricanistes sur le continent. Nous les Guinéens, depuis le 28 septembre 1958, il s'est créé un désamour historique avec les anciens maîtres. Je veux parler de la Gaule et sa bande française. Depuis lors, nous les enfants issus de cette idéologie révolutionnaire, gardons toujours cette position de souveraineté et de fierté. Nous vous encourageons dans votre élan de la sauvegarde des valeurs panafricaines. Merci à vous, cher monsieur, d'avoir réagi. N'appelez pas, s'il vous plaît. Bonsoir, les Soulindanais. Patrick Sapak, s'il te plaît, ouvre ta bouche. Studio présentateur que Paul Biya a été piégé à Washington à cause de son discours qui gêne les intérêts des brigands internationaux et montrer aux yeux des Camerounais et autres présidents africains que notre président est diminué physiquement. Disons-nous les vérités, le Cameroun est en danger et ça commence à la présidence et dans le gouvernement qui présente déjà leur candidature au colon. C'est Rodrigue Ngaoundéré qui réagit à ce qui est dit sur ce plateau. Essayons de prendre une autre réaction. Bonsoir les Soulindanais, merci pour tout ce que vous faites pour éclairer la lanterne africaine. Diallo, conseiller pédagogique, c'est depuis Bagaji, c'est au Niger, Patrick Sapak. Alors, une dernière réaction avant que monsieur... bonsoir le plateau, bonsoir le panel, bonsoir monsieur Awana, mon frère dans notre village, un abîme de connaissances, très belle émission. Malheureusement, Eneo nous a fait ça, car ce soir mon quartier ressemble à mon village, sans eau, sans électricité, mais nous regardons Info TV. Merci à vous, madame Baga. Alors, Laurent Charles, rapidement. Je voudrais réagir, et quelque part contredire Patrick, parce que Patrick dit... Contredire Patrick. Je veux contredire Patrick. Oui. Patrick est en train de dire que le président Biya ne devait pas aller à Washington. Or, je vous ai dit ici que le président Biya n'est pas seulement un stratège, il est un métastratège. Patrick devrait quand même considérer que, en marge de ce sommet, il y a eu de grandes avancées. Tout à l'heure, il a salué quelqu'un qui, dans l'ombre du président, est omniprésent. Oui. Samuel Vondo Ayolo, qui a œuvré pour, vous avez vu, suivi tous ce que le fameux leader, le porte-parole des ambassadeurs, M. Mba, a déclaré. Oui. Il a appelé les ambassadeurs à déposer les armes. C'est le travail de Samuel Vondo Ayolo, n'est-ce pas, qui relayait les instructions de son chef, le chef de l'État. Oui. Alors, il y a eu des grandes négociations parce que ça ne s'est pas obtenu comme ça.
Vous avez vu la position du FBI. Le FBI a arrêté des leaders amazoniens et les financiers de ces leaders-là. C'est-à-dire les financiers de la mort au Cameroun. Oui. Les financiers de la mort au Nozo. Ça s'est fait en marge de ce sommet. N'est-ce pas? Cette grande nouvelle-là. Qui est, en quelque sorte, une lueur d'espoir pour la paix au Nozo. Merci, Laurent Charles. Oui. Antoine Awana, Si. si l'utilité de la présence du numéro 1 Camerounais à ce sommet n'est plus à démontrer, revenons sur les aspects que vous maîtrisez le mieux, c'est-à-dire les aspects sécuritaires. Je vais prendre juste un petit élément. Oui. Nous, on appelle ça un facteur infraliminaire. C'est-à-dire c'est un petit élément apparemment. Parlez-nous en langage simple. Je vous explique. C'est-à-dire que ce sont des facteurs qui sont... apparemment, c'est anodin, hein, Oui. mais qui ont aussi le plan sécuritaire toute leur importance. Et je vous prends un cas par rapport à cette visite du président. Le président a demandé avec insistance qu'il n'y ait pas de danse folklorique, que ce soit à l'aller, Comment que ça ce va soit au retour. Que ce soit à l'aller comme au retour. Mais si on pousse l'analyse très loin, pourquoi il a dit? Il n'est pas un enfant. Et je vous rappelle que M. Biya est l'homme le plus renseigné au Cameroun. Je dis bien le plus renseigné. M. Mbarga. Ça, vous pouvez croire à ce que j'ai dit. C'est le plus... Quand il dort, il a toute la situation du Cameroun en main. Il y a les BRQ, les bulletins de renseignement quotidiens qui circulent. Alors, quand il dort, il a toute la situation du Cameroun en main. Je reste avec vous. Ouais. C'est cet entourage que beaucoup relèvent déjà pas très cohérent avec le patron. Ne serait-il pas capable de modifier même ces BRQ que vous vantez ici à présent? Cet entourage-là qui souhaite, selon les dires affirmés ou officieux, remplacer le chef, ne serait-il pas à même d'inféoder ou alors d'influencer dans un sens contraire à la voix du peuple camerounais qui a choisi Paul Biya encore pour 5 ans? Vous savez ce que M. Biya fait? Non. C'est un bon stratège, hein? Comme il le disait, mais c'est sa stratège. M. Biya a utilisé, parce que ce que vous dites est trop pertinent. Mais vous savez qui, maintenant, il utilise ce qu'on appelle des canaux rivaux. Des canaux rivaux. Parce qu'il y a un redoutable service de renseignement à la présidence. Et ce que vous dites a voulu se faire. Ils ont essayé. Mais M. Biya, quand il a été mis au courant, il a cherché à utiliser des canaux rivaux. Je ne veux pas aller parce que si je vais dans les profondeurs de cette histoire, je vais commencer à citer les noms. Non, je vais commencer à citer les noms. Ils sont là. Mais quand je parle de canaux rivaux, eux, ils savent. Ils savent de quoi je parle. Et ils se reconnaissent. Tous qui sont partis de ces canaux rivaux-là. Alors, parmi donc ces canaux rivaux, il a préféré mettre toute sa confiance sur le DCC, le directeur du cabinet civil. Parce que c'est lui qui reçoit maintenant ces BRQ, qui les transmet, parce que les gars faisaient ce qu'on appelle la rétention de l'information. Il a utilisé dans ces canaux rivaux, que lui-même a créé. Vous savez, je vous dis, l'homme ne sait que faire ça. Toute sa vie, il ne fait que la politique. Il sait. Et c'est le seul qui maîtrise les Camerounais. Merci Antoine. Laurent Charles, je voulais ajouter un petit élément. Hein. Bon, ce n'est pas un facteur infraliminaire, mais je parlerais plutôt de facteur de surdétermination symbolique de la part de Paul Biya. Voilà. Alors, je vais vous dire de quoi ça. Oui. Antoine, quand je regarde la tenue d'Antoine, je crois qu'il nous sort comme ça du Qatar. Il a regardé la finale entre la France et l'Argentine. Alors, je vais revenir un peu à quelque chose qui a trait directement au football. Avant que l'équipe nationale du Cameroun aille au Qatar pour la Coupe du Monde, le président Biya a fait 2 choses essentielles. Peut-être qui ont échappé à l'attention, de la plupart des Camerounais. La première, c'est qu'il a donné le drapeau du Cameroun à qui? Voilà. À l'Omnisport. Très important. Aboubacar Vincent. Oui. Et son représentant à cette occasion était Samuel Vondoayolo, qui a, n'est-ce pas, rendu toute sa force, n'est-ce pas, à cette cérémonie qui était hautement symbolique.
Trois jours avant l'entrée en jeu des Camerounais, le président Biya, le chef de l'État, écrit une lettre, pas au président de la Fédération camerounaise de football, pas au sélectionneur, au capitaine, pas au ministre des Sports, mais il adresse une lettre directement à Aboubakar Vincent. Et le jour de l'ouverture, qu'est-ce que font nos dirigeants? Aboubakar Vincent est tout simplement laissé à la touche, au banc. Il est remplaçant. Il ne joue pas. Il n'est même pas sélectionné. Le résultat, vous l'avez connu. Quand Aboubakar Vincent revient, n'est-ce pas, est remis en confiance dans les matchs du Cameroun, c'est-à-dire au deuxième match, au troisième, vous-même, vous avez vu, avec tous les Camerounais, nous avons vu les résultats. Vous voulez dire que quelqu'un qui est vieux, quelqu'un qui n'a plus sa tête, quelqu'un qui est plus lucide, aurait choisi Aboubakar Vincent de cette façon? Alors, on connaît le passif avec Roger Mila, avec tout ça. Voilà. Mais merci Laurent Charles pour cette inclusion sportive. Patrice Sapang, nous allons sortir de cette virgule présidentielle du côté de Washington. Avec vous, vous avez la parole. Alors, je voudrais vous préciser, Stéphane Barga, que mon problème, c'est plus Paul Biya. Mon problème avec les autres Camerounais, je veux parler de ceux qui sont déterminés à protéger le Cameroun, parce que le Cameroun est la propriété collective de tous les Camerounais, mais nous avons la responsabilité collective également de protéger le Cameroun, parce que le Cameroun est le réceptacle dans lequel nous avons trouvé la vie, nous sommes arrivés à la vie. Aujourd'hui, le Cameroun a connu 2 chefs d'État, chacun gouverné avec ses qualités et ses limites. Et il est hors de question, puisque nous sommes à la croisée des chemins, et nous sommes à un tournant décisif de l'histoire de notre pays. Comment faire? Parce qu'il faut sortir rapidement des mélodrames pour entrer dans les options. Il ne s'agit plus de faire le bilan de Paul Biya qui peut être fait par nos enfants du coup élémentaire 2. Mais il s'agit de poser les options pour éclairer les Camerounais sur la direction à prendre. Parce que si tout de suite, nous nous mettons sur la place publique, nous enfourchons les trompettes de l'intoxication, de l'instrumentalisation pour continuer de rester dans les mélodrames, alors c'est le sésame et c'est le Graal utilisé par les bandits internationaux pour mettre les États sens dessus, sens dessous. Alors, Paul Biya a géré avec ses qualités, il a géré avec ses défauts et ses limites, comme tout homme sur la terre. Il gère. Il gère. Maintenant, nous avons, je le répète, 2022, 2023, 2024, pour mettre en place les aspects politiques, juridiques et techniques pour que les institutions seules soient le seul instrument par lequel on doit transiter pour pouvoir remplacer le président Paul Biya. Qui soit dit en passant, je le répète encore, en 2025, il ne sera plus partant pour l'élection qui arrive, et qui va arriver en 2025, mais nous avons la lourde responsabilité de le conduire, de le sécuriser jusqu'à date, jusqu'à l'échéance, pour qu'il n'y ait pas de secousse ici. Parce que moi, je répète encore, que j'ai couvert 12 déstabilisations en Afrique, c'est 17 000 morts. 1 million de morts au Rwanda, et déjà près de 700 000 morts au niveau du Congo-Kinshasa, où nous allons être dans quelques instants. Il y a 1 million de morts au Darfour, 14 000 morts en Libye, 13 000 morts en Côte d'Ivoire, 46 000 morts donc prévus au Cameroun. Alors, ceux qui n'ont jamais connu la tristesse et la désolation de la mort à travers l'incertitude sociopolitique, eh bien, ont besoin de faire très attention. Donc, nous avons l'obligation, dans la jeunesse surtout, je m'adresse depuis à la jeunesse camerounaise. Nous avons la responsabilité d'avoir justement des comportements responsables. Pendant toute cette période, éviter d'être instrumentalisés par des gens qui ont des intérêts inavoués. Et après, c'est à eux qu'on va tendre la facture. Et ils vont venir balbutier devant les populations à qui ils ont promis qu'ils allaient apporter l'Éden ou je ne sais pas quel autre paradis au Cameroun. Donc, il faut arrêter ça. Nous avons besoin de notre souveraineté. Merci. Nous avons besoin de notre indépendance tout de suite. Il s'agit de ne pas céder à quoi que ce soit. Parce que c'est de l'avenir du Cameroun qu'il est question. Il faut éviter d'avoir, je rappelle, et je dois rappeler pour sortir, oui. Stéphane Barga, je n'ai jamais reçu un seul franc, de près ou de loin, de ce régime de Yaoundé. Et je ne parle pas parce que je connais la faiblesse et puis les intelligences, les petites intelligences des esprits opaques et très mal éclairés. Je n'ai jamais reçu un seul franc, de près ou de loin, de ce régime de Yaoundé. Donc, je suis en train de parler en tant que patriote et toute l'Afrique connaît très bien
le franc-parler qui est le mien, il faut absolument arrêter tout de suite parce que nous devons préserver le Cameroun. En 2025, c'est la date butoir pour la transition et il faudrait que ce soit les institutions camerounaises qui soient les seuls instruments par lesquels on transite justement pour pouvoir repositionner à la tête de l'État quelqu'un qui sera l'émanation profonde des aspirations du peuple camerounais. Merci. C'est ça qu'il est question. Merci Patrick Sapak. Nous avons fait le tour. Cette actualité nous a heureusement permis de retransmettre ou alors de positionner la vérité quant à la prééminence qui est celle du président camerounais Paul Biya. Nous allons faire œuvre utile justement en appelant une fois de plus à la jeunesse camerounaise qui est assez présente sur les réseaux sociaux et assez donc exposée à tout type d'influence à qui on pourrait promettre, j'y arrive, monts et merveilles, tant que cela n'est pas susceptible d'arriver. Nous allons continuer à faire confiance aux institutions qui sont les nôtres, représentées au premier plan, bien évidemment, par le chef, le patron Paul Biya du Cameroun. Une fois que je l'ai dit... Et dire aux microbes de laisser les machettes. Vous l'avez dit. Laisser les machettes, les microbes là. Laisser les machettes, ça ne sert à rien. Merci Antoine Awana. On prend quelques réactions avant de nous prolonger vers cette actualité qui nous vient de RDC. Là-bas aussi, il y a quelques soucis. Alors, on va dire ceci. Bonsoir à vous en studio. L'œuvre camerounaise actuellement, et plus précisément l'Africa Foot, est bien gérée. Avec le temps, ça ira de mieux en mieux. Merci à vous, Patrick Fancois. Bonsoir, je suis parfaitement d'accord avec vous. Malheureusement, vous n'avez pas signé votre contribution. Merci à vous. Bonsoir à vous, Paul Biya réclame l'aide. Quel pays s'est-il développé avec l'aide au développement? Courage à M. Sapak. Je suis M. Vincent depuis le Gabon. Merci à vous. Merci de réagir depuis le Gabon. Bonsoir à vous en studio. Moi, c'est Stéphane de 10e arrêt et je salue mon frère de Moussamona. C'est tellement vous, Laurent Charles Abedie. On va essayer d'avancer. Des plans de réaction qui nous viennent de l'autre plateforme. Alors, que dit-elle? Antoine Awana, je te titille un peu. Sais-tu que c'est un Malien d'origine qui cause le pénalty contre la France en finale du mondial hier? Certainement, monsieur Awana le sait. Alors, bonsoir Stéphane. Nous sommes dans le noir depuis quelques minutes. Nous ne pouvons plus vous suivre. Nous sommes à Essos, lycée bilingue. Y aura-t-il possibilité de rediffusion? Nous sommes toujours dans le noir. Oui, la rediffusion de Goulinda est prévue. Bonsoir. Vous voyez, ce que ne dit Paul Biya est le sage. Le beau, mais Ouattara est le diable. Allez voir la Côte d'Ivoire, il n'y a pas match entre les deux. Au point de vue développement, il y a toujours l'eau à Abidjan et l'électricité. Il en vend d'ailleurs au pays de la région. Je vois plus 229, je suppose que c'est la Côte d'Ivoire. Oui, nous ne sommes pas dans une polémique de comparaison entre nos frères africains de Côte d'Ivoire et camerounais. Nous essayons tout simplement de présenter l'Afrique telle qu'elle est et surtout de magnifier ce qui devrait être magnifié et de pointer du doigt les quelques manquements et errements que certainement existent dans la gestion des leaders africains. C'est l'objectif de Koulinda Africa, protéger l'Afrique, mettre en avant ce qui est bien et surtout essayer de rappeler ce qui ne va pas. Alors, pour ce qui ne va pas, Antoine Awana, je me tourne vers vous et je reviens sur cette histoire qui, malheureusement, attriste beaucoup de frères africains. Et au premier plan, je parle du président en exercice de l'Union africaine, le président sénégalais Macky Sall, qui récemment a pris la parole et a estimé qu'il était temps que du côté de la RDC, frontière Rwanda, la paix revienne. Parce que nous avons suivi cette escalade verbale entre les deux gouvernements. Nous avons suivi même le rappel de l'ambassadeur du Rwanda en RDC, qui justement a été ce catalyseur en termes d'hostilité entre les deux nations. C'est pas une querelle nouvelle, c'est toujours le M23 qui entre dans le Nord Kivu, du côté de Goma, et qui sème le chaos et la désolation. Ceci, selon le président Tshisekedi, en accord parfait avec le régime de Kigali. Qu'en pensez-vous, Antoine? Je dis, c'est Macky Sall, c'est le président de l'Union africaine. Ce qui est marrant au niveau de nos États, ce sont que des condamnations sur le plan verbal. Il n'y a pas quelque chose de concret. Or, c'est pas ça le rôle
d'un président de l'Union africaine, ce n'est pas le rôle de condamner tout simplement. Dès que vous condamnez, vous faites une photo de famille et puis basta. La situation demeure, les gens meurent. Et ce conflit est là, ça date, hein? Oui. Ça date vraiment. C'est pas hier. Parce que vous savez que le Rwanda a créé au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo une zone conflictogène parce que le Rwanda est en train de piller beaucoup de ressources du sol. Là, je demande un stop. Vous affirmez à Mondo Vision que le Rwanda est en train de piller. Ben, allons-y. Vous appuyez sur quoi, monsieur Antoine? Je vais vous donner des preuves palpables. Allez-y. Alors, le Rwanda, c'est quoi? Un petit pays de moins de 3 millions d'habitants, au sous-sol pauvre. Les Rwandais, si les Rwandais vivent normalement bien, c'est à cause du pillage des ressources, surtout le coltan. Est-ce qu'il y a le coltan au Rwanda? Point d'interrogation. Vous avez l'or et le diamant au Rwanda? Point d'interrogation. Alors que le Rwanda est exportateur d'or et de diamants. D'or, de diamants. Pillé en République démocratique du Congo. Mais il est officiellement exportateur. Et vous voyez que le Rwanda ne peut jamais accepter qu'il y ait la paix en République à l'est du Congo. Parce que là-bas, c'est un gisement d'or, de diamants, et bref, de toutes sortes de minéraux. Et même du pétrole. Comment voulez-vous qu'un pays qui n'a pas de ressources énergétiques devienne l'exportateur pratiquement numéro 1 ou numéro 2, je ne sais pas quoi, de l'or et du diamant? Ça sort d'où? Et c'est quoi? On sait que la communauté internationale avait fait signer des conventions et autres des accords pour interdire la commercialisation du diamant du sang et de l'or du sang. Mais cela est vrai rien qu'en République centrafricaine. Mais au Congo démocratique, avec le Rwanda, silence radieux. Pourquoi? Parce que le Rwanda est le suppôt de la prédation internationale au niveau du Congo démocratique. Oui. Donc on ne parle pas de ça. Quand on voulait même parler, c'est un silence total. On laisse Kagame avoir des coups de franche pour tuer, massacrer les Congolais. À longueur de forum, c'était un exemple en termes de croissance, en termes de développement, en termes d'indices. Le Rwanda est tout simplement, à l'exemple des dragons d'Asie, une superpuissance. Oui, mais d'où sort le Rwanda tire sa superpuissance où? Du Congo démocratique. C'est ça le véritable. Il y a un pillage à nul autre pareil là-bas. Et on le fait en monovision et en massacrant les pauvres Congolais. Vous voyez, à Ouvira, à Goma, les populations sont permanemment en déplacement parce qu'il faut fuir les M23 qui sèment la désolation et la terreur là-bas. Et on vit au-dessus de cette communauté internationale autoproclamée. Parce que moi, je ne sais pas ce que vous appelez communauté internationale. C'est cette histoire qui est autoproclamée. Et ce sont autoproclamés communauté internationale pour faire la prédation dans le monde entier. Mais vous voyez? C'est que je... oui. Rajouter une petite chose. Non. Je vais dans le même sens que monsieur. Il parle. Vous allez comprendre pourquoi je ne vous donne pas la parole et je vous la donne dès à présent. Allez-y. Pour aller dans le même sens qu'Antoine, parce que on parle du Rwanda. Mais quand il parle de complicité, il y a le rôle de Yoweri Museveni. Oui, le président ougandais. Que vient-il faire dans l'affaire? Il est apparemment... Vous savez que c'est un parrain de Paul Kagame. C'est lui qui a parrainé l'arrivée au pouvoir de Paul Kagame. Il faut le dire. Donc Antoine a totalement raison quand il parle, n'est-ce pas, d'une complicité. C'est d'une complicité internationale. Et ce qui est derrière tout ça, ce sont ces fameux brigands, bandits internationaux. Des bandits internationaux sur le plan financier. C'est les mêmes qui ont voulu déstabiliser le Cameroun à travers la fameuse société Kilimanjaro SA qui a financé l'Ambazonie. Vous savez qu'aujourd'hui, sur la place mondiale, il y a des gens qui sont prêts à financer le chaos. Hein? Plus loin encore, M. Stéphane Barga, il y a un problème. Lorsque le maréchal Mobutu Sese Seko décède, les États-Unis ont mis en place une politique d'hégémonie des Tutsis dans toute la zone des Grands Lacs.
Vous avez parlé de Yoweri Museveni. Est-ce que vous savez qu'il est Tutsi? En Tanzanie, il fallait mettre un Tutsi au pouvoir. Et maintenant, comme il doit y avoir, ils ont imposé une coalition entre la CEAC et la CEMAC. Ça veut dire que l'hégémonie doit s'étendre jusqu'au niveau de la CEMAC. Ah oui. Et c'est Paul Kagame qui a... Parce que Mobutu était quoi? Mobutu était l'agent de la CIA américaine. Lorsqu'il était devenu affaibli par la maladie, on l'a éjecté. Il fallait trouver quelqu'un d'autre qui pouvait le remplacer, un homme charismatique. C'est là qu'on a choisi Paul Kagame. Après avoir fait son massacre en tirant des missiles sur l'avion de Abiyarimana, il est mort parce qu'il avait dit à Abiyarimana, c'est que les gens ne savent pas, que je t'aurais. Merci Antoine Awana. Patrick Sapak, oui. Véritablement c'est une situation malheureuse pour deux pays qui semblaient jusqu'ici essayer de retrouver une certaine stabilité. Avec l'arrivée du président Tshisekedi en 2019, on a vu quelques belles photos avec le président Kagame. On a pensé que les querelles d'hier étaient désormais lointaines, mais très vite on a été ramené à la réalité. Avec ce mouvement, on a l'impression que c'est M23, on les envoie sur le terrain, on les retire, on les envoie, on les retire. C'est une querelle sans fin qui prend véritablement toute sa force avec le rappel de Vincent Karega, l'ambassadeur rwandais du côté de Kinshasa, qui a été débarqué sans aucune forme de protocole par monsieur le président Tshisekedi, qui estime que Paul Kagame ne joue pas franc jeu, et Paul Kagame de son côté accuse Kinshasa d'être en parfaite harmonie avec les forces démocratiques de libération du Rwanda, les fameux FDLR, qui justement de temps en temps essayent d'attaquer Kigali, passant justement par cette frontière qui devient un véritable no man's land pour les deux pays. Alors, c'est bien que Tshisekedi signale que Paul Kagame ne joue pas franc jeu, parce que Tshisekedi lui-même n'a pas joué franc jeu lors de cette élection, où il fallait remplacer Kabila le fils, parce qu'il fallait trouver quelqu'un, c'est-à-dire qu'on a écarté les Katumbi, les Fayulu et tous les autres, pour trouver quelqu'un qui allait reproduire tout ce qui a été fait au niveau du Congo, depuis le Congo, ensuite le Zaïre, oui, et finalement le Congo. Il fallait trouver quelqu'un. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe dans cette zone-là, vous partez, parce que pour bien comprendre cette affaire, comme je suis en train de dire, il faut partir de l'histoire du Congo. Kinshasa, après cette indépendance du 30 juin 1960, avec Lumumba et Kasavubu, qui tient un discours laudateur vis-à-vis du roi Baudouin, dit que c'est lui qui est le grand, c'est lui, mais vraiment, vous avez fait beaucoup pour l'indépendance du Congo. Lumumba était dans l'antichambre pour dire, écoutez, comment il parle, ça c'est un discours de mou, je vais leur produire le vrai discours. Ce discours donc, du 30 juin 1960, c'est lui qui a été déterminant pour la suite de ce que vous voyez aujourd'hui dans ce conflit déjà affiché entre le Congo et le Rwanda. Puisque juste après, on ne va plus refaire l'histoire. Nous savons très bien que Mobutu arrive avec tout. Mais avant que Mobutu n'arrive, il y a un problème. Dans le sud-est du Congo-Kinshasa, c'est la zone du Katanga. La zone du Katanga, lorsque Mobutu, Lumumba, était en train de s'enfuir, il avait déjà traversé la rivière pour aller à Stanleyville, qui était sa zone. Après s'être retourné et après avoir vu que sa femme était en captivité avec son enfant, il a décidé de retourner, malgré la tentative de dissuasion de ses amis. Il a été attrapé à ce niveau-là. On l'a ramené où? Au Katanga, dans la zone du sécessionniste Tchombe, qui avait été préparée par les bandits internationaux, la CIA, les États-Unis, etc. Et c'est une zone donc qu'on devait créer, qui devait porter justement le statut de zone stratégique d'instabilité permanente. Parce que là-bas, c'est la zone la plus riche du Congo-Kinshasa. C'est-à-dire que vous avez le coltan, tout ce qui est en train d'indiquer, cobalt, or, diamant, manganèse, fer, mercure, charbon et tout, c'est là-bas, avec le radium. Donc, ce qui fait qu'il fallait absolument contrôler cette zone. Là, pour son exploitation ultérieure. Mais Lumumba ne permettait pas que cela se passe parce qu'il regardait le Congo comme un grand ensemble. Mais eux, il fallait contingenter ce pays. Alors, lorsque Mobutu arrive donc, il y a l'exécution de Lumumba, tout ce qu'on sait, à l'arbre, c'est-à-dire abattu comme un chien, avec ses collaborateurs. Et dépecé comme un animal, brûlé à l'acide avant d'être enterré. Arracher les dents. Arracher les dents, tout ce qu'on a vu récemment avec le retour d'une dent qui serait partie de Belgique. On n'a pas débattu encore sur ça, on va y arriver. Alors, Mobutu prend le pouvoir
Jusqu'en 80, je ne vous cherche pas à expliquer encore à l'Afrique tout ce qui a été Mobutu pendant tout ce règne, jusqu'en 97, où on sent que ce gars, non seulement il vieillit, mais il devient très mal élevé. C'est-à-dire que toutes ces sorties sont des sorties tendancieuses et insultantes vis-à-vis de ceux qui l'avaient mis au pouvoir. Alors, les gars regardent. Comment faire? On va dire, on va chercher, on va trouver quelqu'un. Laurent Désiré Kabila, je rappelle que Laurent Désiré Kabila était un nationaliste qui a combattu aux côtés de Lumumba. Pendant ces combats où Lumumba a été pris, Kabila était là-dedans. Maintenant, avant que Kabila ne soit donc contacté par ces gens, il y a un instant script. C'est celui qui se passe justement en 1994. Avec le problème, parce qu'il y a une cosmogonie sur le plan culturel, au niveau de la colonie des peuplements, au niveau du Rwanda et du Burundi, même de la Tanzanie et de l'Ouganda, c'est-à-dire les Tutsis, les Hutus, qui sont des autochtones. Oui. Il faut donc que les bandits internationaux trouvent un autre groupement, une autre composante sociologique minoritaire qu'on appelle les Tutsis. Alors, au niveau du Rwanda, ce sont les Tutsis. Depuis ces fausses indépendances, même au niveau du Burundi, même chose. La même chose s'est produite. Alors, il se trouve donc que lorsque le combat commence à monter, à grimper, à enfler, à l'aune des intérêts, eh bien les négociations commencent. On regarde, est-ce que c'est Julius Nyerere au niveau de Tanzanie qui doit gérer ça? Non. Bon, on regarde le pion de la CIA, qui est aussi Tutsi, qu'on appelle Yoweri Museveni, en Ouganda. C'est un ami. Alors, on voudrait donc que le réceptacle des négociations se passe en Ouganda. C'est pour ça que ce 14 avril-là, c'est-à-dire le 12, il y a le déplacement de Cyprien Taryamira, qui était le président du Burundi à cette époque-là, et Juvenal Habyarimana, qui était le président du Rwanda, au niveau de Kampala, en Ouganda, pour être encadré par Yoweri Museveni, afin qu'il puisse diligenter et gérer ces tentatives de négociation. Mais au moment où ils doivent revenir, le 14 avril, alors il y a quelque chose qui se passe à Kampala, Stéphane Barga. C'est pour ça que vous êtes important dans ce chantier, pour préparer la jeunesse à la compréhension de ce qui se passe. Alors, on envoie une squad au niveau de l'aéroport, l'avion qui devait ramener Cyprien Taryamira à Bujumbura, on lui colle une panne qu'il n'y avait pas, que les services n'avaient pas signalé à son arrivée, pour l'obliger à prendre l'avion de Juvenal Habyarimana. Avec deux colons. Avec deux colons. Là-dedans. Et il y a tout le gouvernement, c'est-à-dire ceux qui les ont accompagnés dans ces délégations. C'est deux délégations des deux pays. Alors, parce qu'on avait tout préparé au niveau de Kigali, c'est 14 avril là-dedans, avant que l'avion ne se pose sur le ciel, sur l'aéroport de Kigali. Alors, sur le ciel de Kigali, l'avion est bombardé par une coalition France, États-Unis, il faut que ce soit bien clair. Alors, mais les États-Unis sont très prépondérants dans l'affaire. Il faut que vous compreniez, Patrick Sapak, oui. Permettez que je vous arrête un instant pour vous signaler que le développement est fantastique, mais que malheureusement, le temps imparti est arrivé à son terme. Nous allons poursuivre, justement. Je sais que vous êtes en transe, comme vous le dites souvent si bien, lorsque vous vous déployez pour dire la vérité aux Africains. C'est une mission que vous avez choisie, mais malheureusement, les contraintes en termes de programmation, de diffusion, nous amènent justement à mettre un stop à cette super production de Kulinda Africa. Nous promettons, Patrick, d'être là, certainement à la date prévue, pour continuer justement à élever l'Afrique, à éveiller les consciences africaines, à interpeller la jeunesse, surtout celle du Cameroun, d'être attentive à ce qui se passe d'ici à 2025. Antoine Awana, je ne peux que vous dire merci pour votre présence une fois de plus confirmée et affirmée sur ce plateau. C'est moi qui vous dis merci pour cette énième invitation. Rassurez-vous, nous allons toujours être présents dans les sollicitations parce que votre expertise sur ce plateau est reconnue et réclamée. Laurent Charles Abédié, vous êtes dans les belles lettres, dans les belles formules. Merci encore une fois d'être présent sur ce plateau. Je vous rassure, votre dossier en termes de titulaires sur le plateau est véritablement en très très bonne voie. Merci encore d'être là. Patrick Sapak, l'Afrique, vous avez choisi le combat, d'être celui qui porte une voix, la voix qui dérange, la voix qui tonne. Merci encore d'être là une fois de plus sur ce plateau. Une fois que je l'ai dit, mesdames, messieurs, vous resterez fidèles au programme d'Info TV qui se poursuit. Quant à nous, retrouvons-nous dès vendredi prochain. Bien le bonsoir.